Allô? Radio Espace Forêt, C'est aussi à Lola, Youmou, Massinta, Beila. sur 99.7. Radio Espace Forêt, la radio au cœur de la Guinée forestière. Bientôt. Nous sommes dimanche 14 février 2021. Vous regardez Espace TV, la télé d'une autre planète. C'est un ravissement de vous savoir nombreux au rendez-vous des dimanches. Bonsoir et bonjour selon le temps qu'il peut bien faire chez vous lorsque vous nous regardez dans ce numéro de Club de l'Actu. Club de l'Actu, c'est le rendez-vous des journalistes, des acteurs politiques et sociaux sur les faits, rien que les faits qui ont marqué la semaine qui s'achève. 6 ans après, la Guinée renoue avec la fièvre Ebola et cela fait déjà 3 morts sur 7 cas à Gweke dans la préfecture de Nzerekore. L'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est déjà sur les lieux, sur le travail en train de travailler dur pour limiter les dégâts. C'est ce qu'on nous apprend en tout cas au terme d'une conférence de presse animée ce dimanche à l'ANSS. Pas de visite, même de leur famille, pas d'activité sportive. C'est le nouveau calvaire des opposants au 3e mandat de Alpha Condé, détenu à la maison centrale de Conakry. Le fait a été constaté mercredi par le président du CNOX, Dr Dansa Kourouma, et confirmé par l'ensemble des avocats d'ailleurs. Et à cela, il faut ajouter ce calvaire, je veux bien dire, le retrait des avocats de la défense de toute la procédure. Visiblement, les rangs des mécontents du RPG Arc-en-Ciel grossissent au jour le jour. Vendredi, un groupe de militants qui s'est fait appeler les frustrés du RPG Arc-en-Ciel était face à la presse, ici même à Conakry. Ils disent être oubliés par le régime et souhaitent être reçus par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Pendant ce temps, celui-ci veut gouverner autrement. Premier acte, c'est des visites inopinées dans les départements ministériels. Cette semaine, Alpha Condé était au ministère de la Justice, garde des Sceaux, de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi qu'à la fonction publique. Pour dire qu'il a bien reçu le message et compte appliquer à la lettre, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a opté pour la fermeture du portail des retardataires, devant les retardataires. Et pour quel effet, et cela va durer combien de temps tout cela? La réponse, l'analyse, le décryptage et le commentaire, c'est tout de suite. Cette semaine, mesdames et messieurs, qui finit aura connu la suite des opérations de déguerpissement des encombrants physiques à travers les 5 communes de Conakry. Et c'est là, aujourd'hui, les habitations, des kiosques, restaurants et bars aux abords des emprises ont tous été rasés. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire détruit. Le gouvernorat et les mairies promettent de revêtir tous ces espaces pour donner à Conakry un visage reluisant. Pour l'instant, seule la mairie de Kaloum, sous fonds propres comme on nous l'apprend, a engagé les travaux de réaménagement, c'est-à-dire les pavages dans les différents quartiers de Kaloum. Et pour en parler, tous ces sujets, je reçois pour vous 4 invités. Et il s'agit d'abord de Sekou Nanassila, il est membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Sila, bonsoir et merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-invités et à votre co-animateur. Bonsoir à nos téléspectateurs. Rafi Ousso, lui, il est le président de PRP. Il est également membre de l'ANAD, très proche d'ailleurs de celui d'Alain Diallo. Rafi Ousso, bonsoir et merci. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Thierno Suleiman Diallo, lui, il est journaliste à Guinée News. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Lansana Kamara, mon compagnon pratiquement de tous les dimanches au fil de la semaine. Vous êtes administrateur général du site conakrylive.info. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci. Bonsoir aux millions d'auditeurs d'Espace. Téléspectateurs de Espace TV, la télé d'une autre planète. Alors, mes chers invités, avant d'aller avec les différents sujets, la rédaction d'Espace TV nous propose la revue des presses qu'on va suivre avec Djibril Ba.
Bonsoir à tous. Makanera manque l'occasion de passer du bon côté de l'histoire. Titre Mosaïque. L'auteur de l'article cité par notre confrère explique qu'en Guinée, ils sont nombreux, ces politiciens du ventre sans siège, sans vision politique et sans aucune base électorale, mais qui sont capables de tout sacrifier sur l'autel de l'argent et des ambitions démoniaques. Monsieur Alucène Makanera Kake, votre paranoïa serait comique si elle ne transpirait pas la haine pour l'UFDG et son leader, Cellou Dalein Diallo. Le Lynx.net rappelle à sa une les conditions de détention lamentables des prisonniers politiques. Le ministère de la Justice a beau démenti le rapport d'Amnesty International qualifiant la maison centrale de mouroir. La liste des morts dans la plus grande prison guinéenne continue de s'allonger. Les dernières victimes, dans des conditions également non élucidées, sont la cuisinière de la prison qui aurait été violée puis étranglée. Ousmane Gawal est malade, a averti refletguinée.com. Le responsable de communication de l'UFDG a été admis jeudi à l'hôpital pour des soins. Il souffre d'un problème de nerfs selon son avocat. Vu ces conditions de détention des opposants, les avocats de la défense se retirent, barre à sa une, le Lynx.net. Les temps sont actuellement durs pour les opposants au troisième mandat du président Alpha Condé, après Souleymane Condé et Youssouf Dioubate, condamnés à 1 an d'emprisonnement. Oumar Silla, alias Foni Kemengue, qui a écopé de 11 mois de prison. C'était au tour de Mamadi Condé, dit Madik Sans Frontières, de se faire condamner lundi dernier à 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 100 millions. L'Union européenne et les États-Unis sont appelés à sanctionner le pouvoir d'Alpha Condé, lit-on sur Vision Guinée. Le quotidien fait savoir ensuite que l'État des droits et des procès équitables ne sont aujourd'hui véritablement pas assurés pour les opposants politiques. À la une, cette semaine, un mandat d'amener annoncé contre le gouverneur de la Banque centrale, selon Mosaïque. Il est poursuivi pour abus de confiance et rébellion par les établissements Alseni Bangoua et associés. Luceni Nabé est désormais obligé de se présenter devant la justice. Le ministère public insiste dans les colonnes du site en invitant le juge d'appliquer des dispositions des articles 478 et 479 du Code civil. Prétendue poursuite du gouverneur de la Banque centrale, le ministère de la Justice clôt le débat, écrit Guinée News. Le département se borne à dire qu'il n'y a aucun mandat émis contre le gouverneur de la Banque centrale. Pourtant, le ministère de la Justice a menti. Il y a bien un mandat contre le gouverneur de la Banque centrale. Enfonce le clou, Guinée 114. Le prévenu régulièrement cité doit comparaître sauf s'il présentait une excuse légale ou un motif sérieux l'empêchant de se présenter à l'audience. Sabotage des signaux d'Espace FM, la grosse colère de Lamine Guirassi, écrit guinépremière.com. Les interférences enregistrées dans les signaux de la radio Espace ne sont pas du goût du président directeur général du groupe Adafo Média. Lamine Guirassi persiste et signe qu'il s'agit de manœuvres faites à dessein pour les réduire au silence. La fréquence de la radio est-elle brouillée? Se pose la question. Convergence-gn.com. La RPT répond à Lamine Guirassi et brandit une menace contre Espace dans les colonnes du site Africa Guinée. La RPT dit avoir constaté le non-respect de la licence d'exploitation par le média en question. Elle précise qu'à la suite des échanges des données techniques entre les deux institutions RPT et NATCOM de la Sierra Leone en vue de l'élimination des perturbations constatées de part et d'autre, elle a procédé le mardi 9 février 2021 à un contrôle de conformité qui lui a permis de constater que la radio Espace FM émettait à une puissance de 1091 watts, largement supérieure au seuil autorisé pour les radios commerciales en Guinée. Voilà, c'était là le condensé de la revue de la presse que nous a proposé Djibril Ba de la rédaction Espace TV, Kerno Suleiman, pratiquement, et on a passé en revue tous les éléments, mais le fait qu'il n'a pas existé dans cette revue, c'est bien, aujourd'hui on est en train d'assister à une sorte de fin de Lansana Conté. C'est bien cette affaire de cocaïne qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Ben c'est ça, et peut-être Ebola aussi, mais les deux sujets, vous l'avez dit,
surtout pour ce qui est de la cocaïne, vous avez établi la comparaison à juste titre, parce que pratiquement, pour ceux qui ont connu la fin de règne de Lansana Conté, pratiquement on assistait à la même chose. La Guinée était devenue une plaque tournante, une véritable plaque tournante de la drogue dure. Et malheureusement, après 10 ans du pouvoir Condé, et surtout beaucoup de réformes au niveau du secteur défense et de la sécurité, comme par miracle, on retombe dans nos travers. Et c'est tout dire de ce qui a été fait comme travail dans ce pays, et surtout de l'immense travail qui reste à faire, parce que pratiquement c'était quand même inimaginable, en tout cas à mon avis, c'était inimaginable qu'aujourd'hui on parle de Conakry comme étant une capitale où on peut à tout bout de champ procéder à des saisies de drogue, de cocaïne, que ce soit à l'aéroport ou dans d'autres... Et pire, comme si cela ne suffisait pas, c'est des suspicions au sein des responsables, des hauts dignitaires, notamment de la défense et de la sécurité particulièrement, que des noms circulent. Et on vous dit qu'il y a une partie de la drogue qui a été annoncée, saisie, qui disparaît. Et ça, au moins, du temps de Lansana Conté, on savait que ça circulait, on savait que, voilà, il y a des responsables qui étaient impliqués, mais quand on annonçait que c'est saisi, on ne revenait pas nous dire que c'est 2 tiers de la saisie qu'on a pu retrouver, qu'on a confondu l'autre tiers à une autre poudre qui ressemblerait à je ne sais quoi. Franchement, c'est... si on peut parler d'un pied de nez, c'en est un pour ce régime. Oui, et Lansana Camara, l'inquiétude ou la peur, c'est des grands noms qui sont liés à cette affaire. On parle de hauts placés, de hauts gradés de la police et de la gendarmerie. Aujourd'hui, on nous apprend que sur les 19 sacs, 9 ont été finalement retrouvés. On attend de savoir, le reste, c'est pour quand. Mais ça fait peur, hein? Oui, ça fait vraiment peur et c'est inquiétant, parce que ce qu'on peut dire par rapport à cette situation, c'est que la circulation de la drogue, le trafic de drogue dans tous les pays, ça existe. C'est à des degrés différents certainement, mais ça existe. Mais ce qui inquiète, ou ce qui amène l'opinion nationale, surtout internationale, à s'orienter vers un pays, c'est justement, comme mon collègue l'a dit tantôt, l'implication de ceux-là qui sont censés être les cerveaux ou le noyau de la lutte contre le phénomène. Je vais dire les responsables au plus haut niveau, n'est-ce pas, de la police et de la gendarmerie, et peut-être même de la douane. Parce que ce sont ces agents, ce sont ces responsables qui ont des stratégies, qui ont été formés, qui ont été postés à toutes les frontières, quand je dis à toutes les frontières si vous voulez, et quelles frontières aériennes, terrestres, mais aussi maritimes. Parce que c'est qui... Le cas qui complique certainement, ou la difficulté de la Guinée, c'est qu'il n'y a pas qu'au niveau des frontières terrestres. Et moi, je dirais d'ailleurs que dans les frontières terrestres, certainement, la lutte est beaucoup plus efficace. Mais lorsque vous avez la mer, lorsque nous avons un pays comme la Guinée qui a plus de 300 km de côte avec la mer, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dommage de nous voir ou de voir notre pays retomber encore dans ce que nous avons connu à l'époque, où tout l'État était pratiquement impliqué. Au moment où avec le terme utilisé par la hiérarchie militaire, policière, de la gendarmerie à tous les niveaux qui étaient impliqués. Ce qui fait que partout, vous voyez justement les débarquements. Vous avez, moi à l'époque dans le Lynx, pour ce qui s'est passé à Farana par exemple, le Lynx avait fait cas de cela, parce qu'il se trouve qu'il y avait un journaliste de Lynx, je crois, qui était de retour de la forêt, qui était coïncidé à cette nouvelle à Farana. Il avait fait son article, moi personnellement j'avais lu l'article, mais ça n'avait rien pratiquement apporté, parce que tout simplement à tous les niveaux, on a dit c'est tel général qui avait envoyé tel pour faire ceci, etc.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il revient à l'État, il revient au chef de l'État, franchement, de tirer très au clair cette situation pour éviter justement que ces responsables au plus haut niveau de la police et de la gendarmerie ne puissent laisser notre pays retomber dans cette... Puisque si nous passons à ce stade-là, on se demande bien alors qui va remplacer ces responsables pour lutter contre le phénomène. Rafi Ousso, je rappelle que vous êtes président du PRP, membre de l'ANAD. Est-ce qu'une surprise aujourd'hui pour vous que la Guinée renoue avec le trafic de cocaïne, que le pays redevienne une plaque tournante avec la Gambie et la Guinée-Bissau, et tout cela après tous les efforts dans la réforme des forces de défense et de sécurité? Mais écoutez, moi je pense que cette lutte contre ce trafic n'a jamais été efficace, et nous savons, au temps de Conté, comme vous l'avez dit, au temps du CNDD aussi, il y a eu quelques interpellations. D'ailleurs, au temps du CNDD, c'est quand les Américains en ont fait cas, et aujourd'hui aussi on nous fait savoir que c'est les Américains qui ont haussé le ton vis-à-vis du gouvernement guinéen pour qu'ils s'activent dans cette lutte. Aujourd'hui, l'aéroport de Conakry est devenu pour eux, et nos côtes, nous n'arrivons pas à sécuriser nos côtes. Des bateaux peuvent venir en haute mer, on prend des petits pirogues pour aller chercher. Il y a plein de trafic. Si d'ailleurs, pour moi, c'est la preuve que nous sommes vraiment en danger vis-à-vis des terroristes, même des djihadistes, qui menacent nos comptes, parce que si ceux qui font les trafics de drogue arrivent à rentrer facilement, bon, imagine ces djihadistes-là. Donc moi, je pense que l'État doit fournir beaucoup plus, disons, prendre ses responsabilités vis-à-vis de cela, et au lieu de dépenser des fonds dans des campagnes inutiles ou à faire la promotion du président Alpha Condé, je pense qu'ils doivent mettre les moyens dans ça et essayer de renforcer les forces de défense et de sécurité en matière d'équipement et de technologie pour que on puisse lutter efficacement contre ça. Sinon, notre aéroport, nos côtes, nous serons fermés à d'autres pays comme le Maroc, parce que nous avons constaté que ça transite en Guinée pour le Maroc ou pour Dubaï ou ailleurs, et c'est extrêmement grave. On a d'autres de nos compatriotes qui sont arrêtés dans d'autres pays dans ce sens, et donc c'est très grave. Oui, Sekounana Sila, est-ce que dans tout ça on peut estimer que le pouvoir est en train d'échouer dans cet aspect de lutte contre le trafic de cocaïne? Absolument pas. La preuve est qu'il y a des saisies importantes qui sont effectuées ces derniers temps dans notre pays. Et justement, c'est parce que le travail est fait dans la profondeur, c'est parce que le sérieux est fait que ces saisies sont effectuées. Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs que si vous allez à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce sont des kilos et des kilos qui sont saisis quasiment chaque heure. Cela ne fait pas forcément des États-Unis une plaque tournante. Et il faudrait que dans ce pays, que chacun accepte de dire la vérité. Je suis très déçu d'entendre dans ce studio que sous feu général Lansana Conté, que Dieu ait son âme, on saisissait des quantités puis c'était fini. Mais on a assisté à une guérilla à la cité Kamayenne entre l'armée et la police autour de saisies de drogue. Donc sincèrement, il est important pour nous, quel qu'en soit le régime, qu'on dénonce ce qui a dénoncé pour le bonheur de la République, mais qu'on reconnaisse des efforts quand ils sont faits. Donc aujourd'hui, sincèrement, c'est le lieu... Mais dans ce cas précis, on n'est pas sorti de l'auberge. Dans ce cas, je voudrais simplement dire... On parle de mer, nous sommes un État sous-développé, c'est très important qu'on le sache. Maîtriser parfaitement nos mers, même les puissances économiques n'arrivent pas. L'État a un rôle central à jouer, c'est important de le réclamer, mais en tant que citoyen, quel qu'en soit le bord politique, quel qu'en soit le domaine d'évolution, c'est une responsabilité pour nous, parce que les narcos ils sont dans les quartiers, ce sont nos frères, nos oncles, nos papas, nos sœurs, etc. Chacun doit pouvoir jouer véritablement son rôle. Mais lorsqu'ils ont lorsqu'ils sont en complicité, ils ont de complicité au sein des forces armées, au sein de la police. Qu'il y ait des saisies et ceci, il est important. Au niveau de la gestion, il est important. Et je dois rappeler de passage que nous sommes là pour les auditeurs. C'est très important que le climat soit serein et favorable. Oui, donc je dois rappeler simplement qu'il est important dans une institution aussi sacrée en matière de sécurité du territoire,
et de la lutte contre les marchandises illicites que la police, sincèrement, ne soit pas dénoncée. Et nous demandons aux autorités qui dirigent le pays, sincèrement, que tout agent de police, officier ou pas officier, qui serait mêlé à ça, que les enquêtes responsables sur eux soient menées pour que les responsabilités soient situées, que ceci parte simplement et purement de la police. D'accord. Je le disais, 6 ans après, la Guinée renoue avec la fièvre hémorragique à virus Ebola. Déjà 3 morts sur 7 à Gouiké, dans la préfecture de Nzérékoré. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui se bat déjà comme un lion contre la pandémie Covid-19, confirme les cas d'Ebola et rassure que toutes les mesures sont en train d'être prises pour limiter la propagation. De quoi a créé une équipe se serait rendue du côté de Nzérékoré jusqu'à Gouiké pour renforcer cette équipe qui est de ce côté. Aujourd'hui, Lansana Camara, quand on observe autour de nous, les mesures barrières, en tout cas dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, on ne semble plus être en phase avec les gestes barrières. Et Ebola aujourd'hui, qui a décimé ici des familles, qui réapparaît. Depuis le 27 janvier, il y a eu des morts, 28 enterrements. C'est seulement via les médias que les autorités se sont précipitées pour s'exprimer là-dessus. Oui, je pense que ce matin déjà, on était justement du côté de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il y avait une réunion d'urgence qui avait été organisée, là, présidée par le ministre de la Santé, le colonel médecin-colonel Rémi Lama. Et autour de la table, il y avait tous les partenaires, notamment les représentants de l'OMS, mais aussi de la Croix-Rouge, etc., de CDC. Donc, tout cela, parce que, comme vous l'avez dit, franchement, ça a été une surprise pour les uns et les autres, d'autant plus que ça fait pratiquement 3 semaines depuis que la mort, n'est-ce pas, du premier cas de patient a été observée sur une infirmière, selon Dr Sakouba. Justement, c'était une infirmière qui était tombée malade et qui avait été transférée à l'hôpital et entre-temps qui est décédée. Mais il se trouve que les symptômes montraient en quelque sorte que c'était Ebola, mais je crois que des analyses n'ont pas été faites tout de suite. On ne s'est pas trop intéressé, sinon on n'allait pas laisser les 3 semaines s'écouler. Mais c'est au bout, en tout cas, de ces analyses-là que le cas d'Ebola a été révélé, et je crois que des analyses de Conakry ont aussi confirmé, parce que des échantillons ont été emmenés ici à Conakry pour reconfirmer ce qui a été dit. C'est vraiment dommage aujourd'hui parce qu'on a déjà 3 morts. Vous savez, il s'est établi que quand vous écoutez des spécialistes, la contagion est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas, avec Ebola que Corona. Vous comprenez? Et c'est beaucoup plus facile d'arrêter la contagion avec Corona qu'avec Ebola. Ebola, il suffit d'être en contact avec les personnes malades, avec les corps, n'est-ce pas, des personnes décédées de la maladie, pour prendre rapidement, et c'est plus facile en tout cas de répandre. Tout à l'heure, on était avec des spécialistes, des experts de l'OMS qui nous disaient cela. Alors c'est inquiétant, d'autant plus que avec déjà Corona, on avait vu que la communication avait baissé à ce niveau-là. Les gens pratiquement n'observaient pas beaucoup les mesures de barrières sanitaires. Et donc si Ebola apparaît dans ces circonstances, je pense que c'est très inquiétant. Mais ce qui reste clair, c'est que le message clé qui a été dit aujourd'hui à l'issue de la rencontre de la réunion d'urgence, c'est que les gens ne doivent pas paniquer. Il y a des dispositions prises déjà sur le terrain pour faire en sorte que la zone de contamination soit délimitée, que les contacts soient rapidement retrouvés. Une équipe serait maintenant là, d'ailleurs, je crois, en route pour aller épauler justement l'équipe, comme vous l'avez dit, qui est à Nzérékoré, des côtés de Gouiké. Mais moi, personnellement, je m'étais intéressé d'ailleurs à la question de savoir le personnel de santé, parce que c'est eux qui ont géré la malade, et disons les malades jusqu'au corps, avant de transférer le corps aux parents qui sont partis faire l'enterrement. Donc, je me dis, mais Dr Sakouba a quand même dit que tout cela est en train d'être encerclé pour éviter justement que la maladie ou l'épidémie ne déborde justement cette zone-là. Mais pour finir, je voudrais dire qu'il a dit, et je pense qu'une déclaration du gouvernement va suivre ce soir,
c'est que déjà nous sommes dans la Et que du situation. gouvernement. Voilà, donc nous sommes déjà dans une situation d'épidémie. Ça, il faut que ça soit clair. Et donc, immédiatement après, les uns et les autres, je pense que chacun doit se lever de son côté pour commencer à inviter les populations à respecter les barrières sanitaires, notamment le lavage des mains, notamment le non-contact étroit entre nous et des malades, et surtout de signaler des cas lorsque nous soupçonnons, parce que nous connaissons quand même les symptômes d'Ebola, ce sont les vomissements, c'est la fièvre élevée, etc. Donc déjà, nous sommes en épidémie d'Ebola, c'est ce qui est le message clair aujourd'hui qu'il faut dire. Alors, Thierno Suleiman, ce que beaucoup n'ont pas pu comprendre, c'est qu'il y ait les premiers cas depuis le 27. Il a fallu l'alerte des médias pour qu'on mette en branle toutes les machines et qu'aujourd'hui on nous dise que des dispositions ont été prises, on va renforcer encore. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre quand on sait que les Guinéens aujourd'hui n'ont d'abord pas confiance au coronavirus, et Ebola aussi vient, et qui ont pratiquement les mêmes gestes barrières? Écoutez, c'est d'autant plus incompréhensible cette situation, Daouda, parce que quand même en termes d'Ebola, on a du vécu dans ce pays. Alpha Condé est allé jusqu'à un moment donné dire que Ebola était une chance, en ce sens que ça devait permettre qu'on se renforce sur toute la chaîne en ce qui concerne le système de santé. Donc, on a du vécu en ce qui concerne Ebola. On se rappelle que la première fois, il a fallu des mois pour qu'il soit établi que c'était Ebola et que des mesures soient prises. Mais cette fois-ci, il a fallu 3 semaines. C'est incompréhensible. Et cela pendant cette période de coronavirus où pratiquement il y a un maillage important qui est établi et donc où l'alerte devrait être sonnée à la première heure. Moi, je ne comprends absolument pas à ce niveau-là. Il faut nécessairement qu'un travail se fasse et qu'on retrouve le maillon de la chaîne où le travail n'a pas pu effectuer. C'est cela aussi l'administration. Maintenant, pour ce qui est du reste de l'actualité, bien sûr, les autorités, elles n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. C'est bien beau de réunir tout ce beau monde, y compris les partenaires, pour établir le constat, d'accord, et annoncer des choses, mais il faut se dire que Ebola, là, on n'a rien à nous apprendre là-dessus en termes de la facilité, de la rapidité et de la gravité, la rapidité de la contagion et de la gravité de la maladie. Donc il faut nécessairement que toutes les dispositions soient prises et surtout qu'on tire les réelles leçons de ce qui s'est passé la première fois. Vous savez que la première fois, c'est vrai, Ebola avait tué, c'est vrai qu'Ebola avait fait beaucoup de victimes, mais il y a eu beaucoup de victimes collatéraux. Parce que tout simplement, il y avait une sorte de mystère, il y avait une sorte d'ignorance qui est venue aggraver la situation. Donc, il faut nécessairement, heureusement, Dr Sakoba est resté, son équipe est là, il faut absolument qu'on revisite tout ce qui a été vécu et qu'on puisse, à travers la communication, la sensibilisation, informer les populations de ce qui est en train de se faire pour éviter que cette maladie se propage. Il faut déjà commencer par là où on a terminé la dernière fois, c'est-à-dire le cerclage et tout. Oui, il faut remettre tout cela. Si vous permettez déjà, avec ce communiqué du gouvernement, que je vais me permettre de vous lire quelques passages. Les dispositions prises: isolement de tous les cas suspects au CTP de Nzérékoré de Conakry, investigation sur les cas pour clarifier les données, recenser d'autres cas suspects et identifier tous les contacts à isoler, envoi d'une mission d'investigation d'urgence au niveau central en appui aux équipes locales à Gweke, activation de la coordination et des commissions techniques de la riposte à Ebola, activation de la coordination intersectorielle à travers la plateforme One Health, approvisionnement en intrants de sensibilisation, de prévention, de diagnostic et de prise en charge, ouverture d'un centre de prise en charge des cas détectés à Gweke, accélération pour l'acquisition de vaccins contre Ebola auprès de l'OMS, mise en œuvre des procédures standards de
du RSI. Mais l'autre aspect, Rafi Ousso, c'est que aujourd'hui, Dr Sakoba, en conférence de presse, nous apprend que les doses ou les stocks qui étaient là de vaccins sont périmés depuis le 31 décembre. Mais écoutez, pour moi, c'est la preuve que ces autorités sanitaires ne sont vraiment pas à la hauteur, parce que, écoutez, c'est de leur responsabilité d'être prévoyants, prévisibles, et disons de faire en sorte qu'on ne vit plus cette situation. Rappelez-vous, dans la sous-région, ça fait près de 11 000 morts, mais quand même, c'est une maladie extrêmement dangereuse. Et aujourd'hui, du moment que nous essayons de combattre cette maladie mondiale qui est là, le coronavirus, et rappelez-vous que nos autorités sont, disons, défaillantes même dans ce sens-là, parce que la première personne à mobiliser des gens à ne pas respecter les mesures barrières, c'est le président de la République en premier, il faut le rappeler, les images sont là, les faits sont réels, et nous tombons dans ça. C'est une inefficacité totale des autorités guinéennes et aussi des responsables de la santé en Guinée. Moi, je ne peux pas comprendre que nous revivons ces cas-là et ça se passe depuis plusieurs semaines. C'est aujourd'hui, du fait qu'il y a, parce qu'il y a fuite, c'est dans la presse que les autorités en parlent. C'est depuis, ils devaient prendre des mesures, c'est aujourd'hui que Dr Sakoba nous dit qu'il envoie des équipes en renfort. Non, mais sans oublier aussi qu'il y avait déjà les dispositions prises sur le terrain, du côté de Gweke à Zérékoré, parce que le test a été fait à Gekedou et les cas ont été isolés à Zérékoré et les dispositions déjà à Gweke. Ça veut dire que c'est vrai que les médias en ont parlé, mais les dispositions étaient déjà préalablement prises. Mais écoutez, nous parlons de 3 morts là. Pour moi, un seul, c'est grave, à plus forte raison 3. Et après 3 semaines que la population est informée, il faut informer tout le monde à temps pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, parce que c'est tout le monde qui doit lutter contre cette maladie pour que ça ne se propage pas. Ouais. Et maintenant, est-ce que, moi je voudrais savoir, ils ont mis tous les moyens pour, en 3 semaines, détecter tous ces contacts et autres, ou bien c'est maintenant qu'ils prennent leurs responsabilités pour rechercher ces contacts. Et si c'est maintenant, imaginez en 3 semaines combien de contacts on a pu avoir. Oui, parce qu'il faut le rappeler, un contact est isolé à Conakry, parce que le contact a quitté Gweke pour arriver à Conakry. Ce suspect, il est isolé à Conakry. Mais aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, la crainte, la peur, c'est bien la disponibilité rapide, l'obtention rapide des vaccins pour pouvoir circonscrire rapidement cette maladie à Gweke. C'est Kounanasila. Je pense que déjà l'heure est très grave parce que l'humanité est frappée par déjà un virus très mortel. Et pour notre pays, malheureusement, c'est une triste nouvelle d'apprendre qu'il y a Ebola. Mais nous devons rappeler simplement que la maladie est une fatalité. Nos compatriotes qui ont été arrachés ainsi à notre affection, à leur famille, n'ont pas choisi de mourir. Donc, elles n'ont pas choisi de contracter cette maladie-là. Donc, la maladie, c'est une fatalité. Il n'est du pouvoir de connaître, de l'empêcher. Mais en tant que gouvernement, investi des prérogatives publiques, de la puissance publique, il est important d'être capable de gérer des situations heureuses et malheureuses qui se présentent dans la vie de la nation avec l'accompagnement de tous les citoyens. Donc aujourd'hui, cette heure est grave, mais par rapport à Ebola, je pense que l'humanité n'est pas encore à la recherche des vaccins. Le vaccin, il existe déjà. C'est vrai que ce sera une charge énorme encore pour l'État, mais c'est de sa responsabilité d'aller très vite chercher ces vaccins pour que cette autre malédiction ne gagne pas du terrain. Deuxièmement, déjà la population guinéenne connaît parfaitement bien cette maladie et c'est le lieu de réactiver les réseaux de sensibilisation qui ont existé par le passé pour que la population soit au courant de ce qui se passe. Et peut-être un autre pan, le fait que l'information n'ait pas été très tôt divulguée dans les médias, nous devons comprendre que déjà il y a une psychose qui existe par rapport au virus Ebola, au virus COVID-19. Voilà, donc précipité, je pense que ça va être une autopsychose, mais ça ne veut pas dire que rien n'est fait à la base. Encore une fois, mobilisons-nous en tant qu'un peuple, un même peuple, et dans le gouvernement, sincèrement, mieux nous comporter en respectant les mesures barrières pour que surtout cette épidémie Ebola ne gagne pas du terrain.
Cette épidémie ne gagne pas du terrain. Oui, Lansana Je ne sais Camara. pas si vous permettez. Moi, je voudrais, parce que ça, je ne partage pas assez votre avis quand vous dites l'inquiétude serait plutôt aujourd'hui comment trouver le vaccin. Il se trouve que Oui, mais le stock qu'on a. D'accord, ça c'est périmé, mais je voudrais vous rassurer que le représentant de l'OMS en Guinée a dit que l'État doit, dans ces heures-là, formuler une demande et que des vaccins viendront immédiatement, je crois, dans 72 heures ou 24 heures du Bruxelles pour venir couvrir justement la zone. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Ça, c'est juste l'information. Je voudrais par là dire et appuyer la position des uns et des autres par rapport aux cas, n'est-ce pas, qui se sont dispersés. Et mon frère Rafi l'a dit tantôt, 3 semaines déjà, c'est assez. Prenez le cas du contact de Conakry, qui est isolé à Conakry, parce que vous avez dit qu'il y a 3 contacts seulement qui sont isolés, dont un à Conakry. 4 contacts. Vous comprenez? Voilà. Donc ce cas, par exemple, a traversé, il a traversé toute une zone avant d'arriver à Conakry. Et Dieu seul sait les contacts. Or, vous savez que la période d'incubation de Ebola, c'est 21 jours. Ça veut dire que tous ceux qui ont eu contact direct avec lui ne peuvent pas maintenant là développer la maladie. Donc il faut attendre 21 jours pour savoir si d'autres personnes vont développer. Donc c'est très grave. Je pense que l'inquiétude c'est maintenant par rapport à ces contacts qui se sont dispersés. Ça c'est un deuxièmement. Je finis en disant que, à mon avis, et nous l'avons toujours dit, la communication n'a pas été du tout efficace. Moi je prends le cas de RDC. Le cas de RDC, la toute dernière nouvelle par rapport au cas de RDC, c'est que dès qu'il y a eu un premier cas, n'est-ce pas, signalé, on a directement dit à la presse. Cette fois-ci, il a fallu attendre d'abord que la presse révèle le cas, mais aussi qu'on reste pendant 3 semaines avant que l'autorité ne vienne. Moi, je pense que c'est inefficace en termes de communication. On aurait pu dire, nous avons arrêté un mort aujourd'hui, on est en train de voir, est-ce que c'est Ebola, est-ce que c'est pas Ebola. Là, les gens seraient préparés, mais déjà 2 morts et 3 morts, déjà combien de contacts et de contacts dispersés. Et c'est maintenant qu'il faut chercher à délimiter la zone et à couvrir ces contacts. Moi, je pense que c'est inefficace en termes de communication, bien entendu. Sinon la maladie elle vient à des moments où on ne s'attend pas, mais la communication doit immédiatement suivre ce qu'on appelle d'ailleurs la communication de crise. Je pense que nous avons tous suivi des ateliers ici où on nous apprend justement à communiquer à la minute où la chose a été connue. Je pense que c'est efficace, mais cette fois-ci à mon avis ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et Thierry Suleiman, c'est vrai que chacun de nous doit aujourd'hui s'y mettre pour accompagner le gouvernement, mais et ça c'est effectif parce que la population, il faut qu'elle comprenne qu'elle doit contribuer à l'observation des gestes barrières. Non, écoutez, moi je crois qu'au niveau des populations, il ne doit pas y avoir de problème. Encore une fois, il y a du vécu dans ce sens et dans d'autres. D'ailleurs, il suffit juste d'organiser une bonne campagne de sensibilisation et de communication. Parler aux gens, passer par les canaux qu'on connaît tous, il n'y a rien à inventer. On ne réinvente pas la roue. Il faut juste savoir s'approprier et utiliser à bon escient les outils qui existent. C'est ce qu'il y a à faire. C'est un travail d'organisation qu'il y a à faire. C'est rien d'autre. Il n'y a pas de, il y a pas de miracle. Non, pas du tout, pas du tout. Donc ça c'est le travail des autorités. Et je suis entièrement d'accord avec quand Lansana disait que on n'a pas à retenir l'information. Il faut la partager. L'un des droits fondamentaux d'un être humain, c'est de s'informer sur sa propre situation. Surtout quand il s'agit d'une épidémie ou d'une pandémie. Oui, moi, je voudrais juste rappeler que, comme le dit souvent un de mes grands frères, gouverner, c'est prévoir et prévenir. Écoutez, on devrait avoir ces vaccins-là ici et attendre. Et aussi, il ne faudrait pas qu'ils aillent acheter juste quelques vaccins pour dire que c'est pour Guéké et déjà qu'on a un contact à Conakry. Il faut le prévoir. Oui, c'est une réalité quand même. C'est vrai qu'il faut déployer les moyens, mais il faut aujourd'hui que les populations acceptent de conjuguer avec les autorités. C'est important. Alors, je le disais également à l'ensemble, mesdames et messieurs, pas de visite même de leur famille, pas d'activité sportive, c'est le nouveau calvaire des opposants au 3e mandat de Alpha Condé, détenu à la maison centrale de Conakry. Le fait a été constaté mercredi par le président d'ICNOX, Dr Dansa Kourouma, et également confirmé par le pool d'avocats qui accompagne ses opposants. Et aujourd'hui, le pire, si on peut le dire ainsi, c'est que tous ces avocats décident, en commun accord bien sûr, comme ils le disent, avec leurs clients,
de se retirer du processus. Là-dessus, on a écouté à Espace TV ici l'un des avocats, il s'agit bien de l'ancien bâtonnier Mohamed Traoré. Si la régie peut bien nous donner cet extrait pour qu'il nous dise pourquoi ce retrait, cette suspension du pool des avocats dans ce processus. Si la régie est bien prête. Nous avons constaté que les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies. Il y a dans le dossier des signes qui nous font croire de façon absolue que nous nous acheminons vers une parodie de justice et que, quels que soient les arguments que nous aurons à développer, nos clients sont exposés à une condamnation certaine. Nous autres avocats, bien que notre rôle soit de défendre des situations en conflit avec la loi, nous ne devons pas accepter de servir de caution à une parodie de justice. Nous ne pouvons pas aussi accepter de servir de caution en sachant parfaitement que la condamnation de nos clients est inéluctable. Bien sûr que nous avons l'espoir, parce que quoi qu'il en soit, à moins qu'ils ne soient condamnés à mort, je pense qu'ils vont recouvrer leur liberté d'une façon ou d'une autre. Que ce soit à la suite d'une négociation politique, que ce soit à la suite d'une pression de la rue, en tout cas, je pense qu'ils vont recouvrir leur liberté. C'est bien la maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier, aujourd'hui les membres du collectif des avocats pour la défense des opposants en Guinée. Et ils ont certes espoir, mais c'est qu'ils se retirent de ce dossier. Est-ce qu'une pression qui peut porter, à votre avis? Écoutez, dans l'opinion, oui, parce que c'est quand même pas sans précédent dans ce pays. On a du vécu dans ce pays et on sait ce qui s'est passé dans ce pays auparavant. L'actuel président de la République, Alpha Condé, il est passé par cette cage-là. Hein. Oui. On sait ce qui s'est passé. À un moment donné, quand il s'est rendu compte qu'on était en train de faire tout sauf de la justice, il a décidé, c'est que ses actuels opposants et détenus ont décidé. Donc je crois que, et ça, on a vu au niveau mondial, c'est que ça a suscité comme réaction en termes de sympathie vis-à-vis d'Alpha Condé. Et je ne vois pas comment cela ne serait pas possible avec les autres actuellement. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, disent les scientifiques. Donc je ne vois pas en quoi cela ne pourrait pas être le cas. Avant de poursuivre, j'aimerais bien rappeler cette archive de ce cas de Alpha Condé qu'on a créé le 25 avril 2000, oui. Monsieur le Président de la Cour de sûreté de l'État, devant les violations répétées et manifestes de mes droits et de ceux de la défense depuis le début de cette affaire, il ne fait plus l'ombre d'un doute que l'État guinéen, plus soucieux de la crédibilité de la manifestation de la vérité, entraîne inéluctablement l'opinion nationale et internationale vers une parodie de justice que je ne saurais en aucune manière cautionner. Ma soif inextinguible de justice n'altère en rien mon jugement au point de me laisser croire un seul instant que ce procès allait être juste et transparent. J'ai donc aujourd'hui décidé, après le retrait de mes avocats, d'arrêter cette comédie judiciaire qui n'honore pas la Guinée, sa justice et sa démocratie. Alpha Condé, c'était bien en 2000. Heureusement que l'histoire existe. Alors, cela dit, je crois que en plus de ce que tu as dit que les opposants n'ont pas, c'est-à-dire des droits qui leur sont refusés aujourd'hui, il y a un autre qui est très important. C'est celui d'apporter les pièces à conviction en ce qui concerne les charges qui pèsent sur eux. Parce que jusque-là, en tout cas moi, tous les avocats avec lesquels j'ai discuté de ce sujet, et qui ont suivi le dossier jusqu'à cette suspension, pendant toute la procédure, notamment au niveau de comment on appelle, l'étape d'instruction, ils sont là tous les jours, ils ont assisté à toutes les auditions, oui. Mais aucune des pièces à conviction qui, en ce qui concerne les charges, ne leur a été montrée. Pendant que ce même État, à un moment donné,
avait pris une décision ici, justement allant dans le sens de faire de sorte que ces pièces à conviction existent. C'est en ce qui concerne les morts lors des manifestations politiques. On sait à un moment donné ce qui s'est passé entre l'État guinéen et la Croix-Rouge. Et à un moment donné, l'État a demandé et obtenu que la Croix-Rouge cesse de transporter des corps afin de les déposer au niveau des morgues. Non, mais à ce niveau, la loi est claire là-dessus. Avant que la Croix-Rouge... La loi n'est pas moins claire cette fois-ci. Oui, mais avant que la Croix-Rouge ne prenne un corps, et la loi dit que... Je ne me rappelle pas bien les articles, mais la loi dit que la Croix-Rouge doit être accompagnée d'un procureur, d'un officier d'un OPJ, mais aussi d'un médecin légiste. Tout cela pour reconstituer les faits, pour que les pièces à conviction existent. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, à partir du moment où cela a valu, quand c'est l'État qui demandait que cela se fasse, ben je ne vois pas pourquoi cela ne vaudrait pas à partir du moment, ou bien c'est parce que c'est des opposants. Ou bien c'est parce que c'est des opposants. Il faut se poser la question. Oui, Lansana Camara, c'est l'histoire qui se répète. 2000, 2021, et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça peut bien aider les opposants, en tout cas aujourd'hui, auxquels on a interdit toute visite, tout exercice physique dans les violons? Est-ce que cela ne va pas aggraver leur situation? Bien, vous savez, je ne voudrais vraiment pas me lancer dans une analyse aussi approfondie ou dans une étude comparative entre la situation d'aujourd'hui et de 2000. Ce que je voudrais, c'est de me prononcer sur les faits. Et ces faits, à mon avis, l'un des premiers faits importants pour moi, c'est justement l'abandon de ce groupe, de ce collectif d'avocats. Moi, je voudrais profiter de votre micro pour dire à ce pool d'avocats de ne pas abandonner. En fait, lorsque vous êtes à la maison centrale, je pense que le pouvoir rencontrer vos avocats de temps en temps, échanger avec eux, avoir des informations à travers ce pool d'avocats ou votre avocat est d'abord un des espoirs qui vous permettent de tenir. Donc moi je pense que, quelles que soient les circonstances, d'ailleurs Maître vient de le dire, nous avons de l'espoir, etc. Alors n'abandonnez pas, ne dites pas qu'ils seront condamnés ou pas. Nous sommes dans un processus de justice. S'ils doivent aller devant un juge, ils iront devant un juge et vous vous êtes engagé en tant qu'avocat pour les accompagner jusqu'à devant l'avocat. Ça peut aider à obtenir quelque chose. Nous avons vu des avocats défendre quelqu'un jusqu'à la condamnation à mort. Et ce qui les sépare justement, c'est lorsque le verdict est prononcé, dans les larmes, vous voyez l'avocat même de quelquefois tenir jusqu'à la porte, au niveau de la porte, n'est-ce pas, son client qui est retiré tout de suite par les forces de l'ordre. Mais ça veut dire que vous devez être auprès des gens. Moi, quelles que soient les circonstances, encore une fois, je dis bien encore une fois, je pense que ces avocats doivent rester et doivent continuer le combat. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à l'exercice physique, ça également, c'est un fait que je voudrais dire. Moi, je pense que l'État, n'est-ce pas, les autorités pénitentiaires de la maison centrale et même de la justice doivent permettre justement à ces personnes de pratiquer les exercices physiques. Parce que, vous savez, même si vous êtes dans votre maison, même si nous sommes à l'air libre, il est compliqué lorsque vous ne vous remuez pas. Or, il se trouve que dans ces maisons de détention, quelquefois, c'est compliqué lorsque vous n'avez pas la permission ou en tout cas vous n'avez pas la possibilité d'avoir un tout petit un espace d'exercice pour faire ne serait-ce que des va-et-vient. Parce que quand vous restez... Parce que sans vous couper, le président Alpha Condé lui-même, il aime souvent rappeler l'histoire que quelqu'un lui aurait conseillé, un des avocats, je crois bien, lui aurait conseillé de ne pas rester immobile, de toujours se mouvoir pour éviter qu'il n'ait des problèmes après. Justement, vous savez, l'exercice physique, ça permet non seulement de maintenir le corps sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, parce que ça permet justement de vous détendre un peu, etc., de perdre un peu de sueur, etc. Oui. Alors, quand vous n'avez pas cette possibilité, c'est très compliqué à la maison centrale. Donc, moi, je pense que quelle que soit également la suite des dossiers, il faut les permettre, n'est-ce pas, d'avoir cet espace-là pour faire des exercices physiques. C'est des faits, je pense, le plus important. Lansana Camara connaît bien la maison centrale, là, pour y avoir séjourné à un moment donné.
Et Rafiousso, est-ce que vous avez espoir que ces différents procès de vos amis peuvent permettre le rétablissement de la vérité réelle? Écoutez, nous ne sommes pas dupes. Nous savons que c'est purement une parodie de justice. Et sur beaucoup de cas, nous l'avons vu ici. Le cas de Médecins Sans Frontières, qui a été injustement condamné à 5 ans de prison et autres, pendant que ce qu'il fait, ce dont on l'accuse, on a beaucoup de communicants du RPG qui le font en longueur de journée et ils ne sont pas inquiétés. C'est du 2 poids 2 mesures. Mais comment vous voulez que ces avocats-là accompagnent l'État dans cette, disons, parodie de justice en condamnant leurs clients? Ils ont constaté que c'est pas... La justice n'est pas dit, qu'ils n'ont aucune chance que la justice soit dite, puisque tout est commandité à partir de sectoriel. Ben, ils ont dit, écoutez, nous ne pouvons pas cautionner cela, nous ne voulons pas que l'histoire retienne que nous avons accompagné Alpha Condé dans cette parodie. Et vous venez de lire le courrier de Alpha et de président Alpha Condé à l'époque, en 2000, et dans ce sens, c'est pareil au même. Donc aujourd'hui, moi je pense que quand tu accuses quelqu'un d'avoir, disons, des armes et autres, il faudrait qu'il y ait des scellés d'armes et dire où vous avez pris ces armes et présenter ces armes à la justice et au monde pour pouvoir condamner quelqu'un dans ce sens. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas et simplement pour les condamner, on veut les condamner. Rappelez-vous aussi quand quelqu'un dépasse ou atteint les cinquantaines, mais aujourd'hui, nous avons, la plupart des gens ont l'arthrose et autres. Si tu te mouvoies pas, mais c'est une autre façon de les détruire, de les rendre, disons, physiquement, disons, inaptes. Donc, c'est sciemment fait. Et comme on voulait, même dans les prisons, tu as le droit de faire l'exercice physique. Tu as des temps où tu peux te promener dans la cour et autres. Il faudrait aussi mettre le prisonnier dans le moral. Il faut savoir aujourd'hui qu'ils ne sont pas condamnés. Ils sont accusés. Donc, pourquoi les empêcher ou les priver même la visite de leurs parents? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous, politiques, on nous empêche de les rendre visite à nos collègues qui sont en prison. D'accord. Oui, comment je vais dire, Sekouna Nassila, c'est vrai qu'ils sont accusés de quelque chose, même si cela n'a pas encore été établi pour beaucoup, même s'il y a des condamnations, notamment Médecins Sans Frontières, Fonike Mengue. Aujourd'hui, on a bien besoin, lorsque quelqu'un est accusé de fabrication, de détention d'armes, que cela soit exhibé comme élément de preuve et s'il doit être condamné, que ça le soit sur cette base. Écoutez, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire une observation sur l'intervention de Maître Traoré. Avec tout le respect que nous leur devons en tant que professionnels de droit, mais sincèrement, je ne suis pas satisfait de sa sortie. Pourquoi? C'est un droit pour un avocat ou un collectif d'avocats de se retirer d'un procès. Mais un avocat, dans une communication officielle, il dit les pressions peuvent permettre à nos clients de recouvrir leur liberté ou des marches. Ça, ce n'est plus un avocat qui parle. Et ça, c'est très dommage. Et il faudrait que chacun fasse du sien pour éviter de tout politiser dans notre pays. Deuxièmement, aujourd'hui, je pense que le rôle d'un avocat dans un procès, c'est aider à la manifestation de la vérité. Que cette vérité arrange le client que tu défends ou pas. Je suis d'accord avec mon compatriote journaliste qui dit que les avocats ne devraient pas se retirer. Être dans le procès jusqu'à la fin ne veut pas dire forcément... C'est une imitation. Alpha Condé l'a fait en 2000. Ses avocats l'ont fait en 2000. Si aujourd'hui, les avocats, justement, ça devrait leur inspirer. Pourquoi? Le procès a continué. Les avocats, certains avocats de la défense à l'époque, permettez s'il vous plaît, la justice guinéenne, elle est nationale, il faut qu'on sorte de ce complexe-là. Il n'appartient à aucun État du monde, à aucune institution de faire libérer nos compatriotes-là. Ça sera un fait de la justice guinéenne. La preuve, le professeur Alpha Condé, lui, il était un opposant, un leader historique. Il a été condamné. C'est par la grâce du feu Lansana Conté qu'il a été libéré. Les militants du RPG étaient venus au palais de la justice à l'époque. Ils ont été humiliés devant l'opinion nationale et internationale. Qu'est-ce qui s'en est passé? Rien. Certains avocats se sont retirés. Le procès a continué. Condamnation s'en est suivie. Le président Alpha Condé a purgé 2 ans de prison. Donc cela aurait servi d'exemple à ces valeureux défenseurs
des compatriotes qui ont des problèmes avec la loi de comprendre que ceci est du ressort unique et exclusif de la justice guinéenne. D'accord. Et qu'il ferait, c'est-à-dire rester dans le processus, leur permettrait de mieux défendre ces compatriotes-là. Mais est-ce que de l'autre côté, permettez aussi, que je finisse très rapidement avec ça. Oui, rapidement. Mais moi, permettez. C'est pas un débat. À la justice à l'époque contre c'est pas un débat entre vous et moi, s'il vous plaît. Non, c'est un débat. Je dois dire c'est bien sûr un débat. Je dois dire simplement oui. que dans les faits similaires, on a vu des procès se tenir dans notre pays où des manifestants arrêtés ont été simplement libérés. Les avocats étaient là, ils n'ont pas dit non. Le procureur de la République dit bon, je ne poursuis plus parce que ces procès, je les ai perdus. Je pense que quand on vient dans un procès, l'objectif le plus important, c'est d'aider à la manifestation de la vérité. Alors, l'autre aspect aussi dans cette procédure, les propos sont tenus de part et d'autre, mais le plus souvent, c'est seulement dans le camp de l'opposition que les arrestations, les condamnations sont constatées. Pendant ce temps, dans le camp de la mouvance présidentielle, même si les propos parfois sont très incendiaires et très violents, je vais le dire, aucune inquiétude ne plane sur les traits. Premièrement, il vous souviendra qu'il y a des communicants non les moindres du RPG Arc-en-Ciel qui ont séjourné à la maison centrale. Vous êtes des journalistes. Oui, mais... Vous avez été témoin. Je vais citer par exemple le jeune Calo diplomate. Voilà. Mais écoutez, nous sommes dans une république. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant que personnage public de tenir un discours qui puisse créer la confiance entre les citoyens et les institutions, même si cette confiance doit fondamentalement être méritée. Mais c'est très facile parfois, quand il y a des procès dans notre pays, quand des citoyens sont en conflit avec les lois de la République, de toujours sortir la couverture politique. Je pense que c'est un débat qui est subjectif et qui n'aidera jamais notre pays à avancer. Ce qui reste clair, le processus électoral dernier a connu énormément de violence, énormément de violation des droits, des lois de la République, et on a connu des cas de mort, des cas de blessés, des cas de destruction de biens publics et de biens privés. Donc si la justice estime qu'il y a des compatriotes qui doivent s'expliquer par rapport à ça, faisons confiance à notre justice, qu'elle fasse son travail. Comprenons quand même que dans cette justice, ce sont des Guinéens de toutes les régions, des Guinéens qui ont été formés, qui ont des familles, qui ont un état de conscience, qui sont en train de mener les procès. Alors, on va avancer, on va avancer sur d'autres sujets. Je le disais, pour ceux qui nous reçoivent dans leur petit salon, sur le petit écran, vous êtes bien sur Espace TV. Espace TV, c'est bien la télé d'une autre planète, et dans l'émission Club de l'actu qui vous parvient tous les dimanches de 18h à partir de 18h30. Alors, l'autre sujet, je le disais, visiblement, les rangs des mécontents au RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui grossissent au jour le jour. Le dernier cas en date, c'est bien le collectif des frustrés du RPG Arc-en-Ciel qui était face à la presse vendredi, qui souhaite aujourd'hui ou qui pense que le régime les a oubliés, et de l'autre côté, ils souhaitent rencontrer le président pour parler directement avec lui. C'est Kounana. Écoutez, premièrement, par rapport à la forme, quand vous appartenez à une institution qui est régie par un statut, un règlement intérieur, il est important que dans toutes les actions que nous menons... Je voudrais si la régie est avec nous, nous allons écouter leur déclaration. C'était lors de la conférence de presse à la maison de la presse de Kipé. Espace TV a également couvert cette conférence de presse. On va suivre l'élément à partir de la régie pour savoir qu'est-ce qu'ils ont concrètement dit pour nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi. Alors qu'il vivait le martyre avant l'accession du président Alpha Condé au pouvoir, aujourd'hui, ces hommes se voient oubliés. Face à la presse, les membres du collectif des frustrés du RPG en parlent. Qui oubliera que le RPG vient de loin? De la clandestinité à l'officialisation.
Combien ont enduré les fouets, les matraques, les prisons, les ségrégations? Rien de toutes ces péripéties n'ont empêché les militants que nous sommes à rester soudés et déterminés jusqu'à la victoire finale en octobre 2010. Après cette victoire, ces hommes et femmes qui se réclament militants des premières heures du parti de la mouvance disent n'avoir rien bénéficié du pouvoir en place. 10 ans après l'accession au pouvoir de ce troisième parti politique qui a connu plus de périples sur son chemin dans l'histoire démocratique du continent africain, comme nous le précise souvent le professeur Alpha Condé lui-même, les RPGistes restent les plus misérables et les plus ridicules en Guinée et ailleurs. Ce collectif porte 6 revendications, notamment la formation des jeunes du parti pour sa pérennité et la construction des sièges à l'intérieur du pays. Nous voulons que le parti prenne en charge dans le programme d'Agnès des vieilles personnes qui sont presque invalides aujourd'hui dans ce programme d'Agnès pour qu'ils puissent en bénéficier aussi. Notre troisième point concerne ici le recensement des victimes, ceux qui ont été décédés lors des manifestations politiques à la conquête du pouvoir. Le collectif des frustrés du RPG demande une audience au président de la République. Une audience au cours de laquelle 6 autres revendications lui seront soumises. Voilà, retour sur ce plateau et Sekounana, on était avec vous. Apparemment, après la colère des communicants ou d'une autre faction, après la formation du gouvernement, les frustrés jaillissent ça et là, comme pour dire que le bateau, le grand bateau RPG Arc-en-Ciel, n'est pas loin de tanguer aujourd'hui. Absolument pas. Le RPG Arc-en-Ciel est là pour 50 ans moins au pouvoir, ça je peux vous l'assurer. S'agissant de ce problème, je disais tout simplement que lorsque vous êtes dans une institution, vous devez vous conformer aux principes qui gouvernent le fonctionnement de cette institution, principes tirés bien entendu du statut et du règlement. C'est pas mal d'avoir son opinion, mais dans les dispositions qui existent dans ces documents cités, il y a des instances qui existent auprès desquelles il faut poser des problèmes. Donc venir directement dans les médias, sincèrement, par rapport à cette forme, moi, je n'apprécie pas. Deuxièmement, écoutez, on ne peut pas comprendre dans notre pays qu'on dise que le RPG Arc-en-Ciel, c'est un droit pour nous de demander qu'il y ait plus de promotion en notre sein, mais que le président Alpha Condé ne nomme que des cadres issus du RPG Arc-en-Ciel. Il ne peut pas nommer le tiers des militants du RPG Arc-en-Ciel. Les postes sont limités. Nous venons dans la politique par conviction, lorsque nous croyons au projet de société, pour que ce projet se réalise pour le peuple. C'est extrêmement important que je finisse. J'ai le droit d'avoir plus de temps sur ce sujet, parce que là, il s'agit de mon parti. Donc, pour terminer, nous sommes dans un pays qui est atypique. Je suis de RPG Arc-en-Ciel, je souhaite le maximum de promotion pour les responsables du RPG, mais dans un pays qui s'appelle la Guinée, où il y a des déchirures profondes, je n'en voudrais à aucun président élu d'aller au-delà de sa formation politique pour donner la promotion à d'autres valeureuses filles, à d'autres valeureux fils de ce pays, pour créer la paix, pour créer la sérénité indispensable au travail, à la production, à la création de la richesse. D'accord, vous êtes largement compris. Oui, Rafi Ousso, aujourd'hui, le RPG, à vos yeux, est en train de tanguer avec la frustration, ça et là, les communicants, ensuite c'est des cadres, ensuite c'est le RPC. Écoutez, nous savons que le RPG c'est un mouvement pour maintenir Alpha Condé au pouvoir, c'est tout. Pas un parti politique. C'est pas un parti politique, c'est pas un parti structuré ni rien. Ils utilisent les fonds de l'État, les fonds de tout le peuple de Guinée. Mais et ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est la preuve que le RPG ne pense qu'à eux et à eux seulement, comme on le dit en Bansali. Sinon, comment des gens peuvent dire, alors qu'il y a plusieurs Guinéens, on est près de 13 millions de Guinéens, et malheureusement, leur président reconduit des incompétents qui ont servi pendant 10 ans. Mais Rafi Ousso, quand même, comme ministre, c'est très grave. Quand la proposition vous est faite aujourd'hui, vous n'allez pas accepter. Pour vos auditeurs, nos téléspectateurs. Et nos téléspectateurs, c'est qu'ils ont la preuve
que Alpha Condé est venu pour gouverner pour le RPG, et uniquement pour le RPG, et ça fait qu'il n'arrivera à rien. La preuve, Ebola revient, on est dans une crise sanitaire, il est le premier promoteur de la désobéissance en matière de sécurité sanitaire. D'accord, oui. Donc, c'est très grave, c'est pas surprenant. Oui, Lansana Camara aujourd'hui, et après le slogan militant de 25e heure, le RPC aujourd'hui qui sort de bois, on a quand même entendu Alpha Condé dire qu'il faut un mouvement, une action ou des actions de récompense, de reconnaissance des anciens du RPG, c'est-à-dire le RPC. Bien, ils ont raison aujourd'hui. Parce que franchement, c'est vrai que c'est son droit aussi, mon compatriote Silla, de se prononcer sur les nominations. Mais moi, je pense que le problème qui a été soulevé par ce collectif dépasse de loin le problème des nominations dans les postes, n'est-ce pas, des ministres ou des directeurs. Oui, parce que la perpétuité du parti. Justement, ce n'est vraiment pas le cas. En fait, le cas, lorsque vous lisez les déclarations, lorsque vous lisez les revendications, sinon que je suis d'accord avec lui, lorsqu'il dit que dans un mouvement, dans un parti organisé, vous aurez pu peut-être faire des revendications à l'interne avant d'aller dans les médias. Est-ce que ça n'a pas été fait? Je n'en sais pas. Mais ce que je sais et ce que je peux témoigner, c'est que ce problème soulevé aujourd'hui par ceux qui se disent RPC, ils ont existé et ils existent. Moi, je connais des gens qui ont encore ces cartes. Lorsque vous voyez ces cartes, vous n'avez pas le doute qu'il a appartenu à un moment donné au RPC. Lorsque vous rentrez dans leur maison, je connais plein de gens comme ça dans les villages, dans mon village également. Lorsque vous rentrez, ce sont des photos très anciennes où vous avez du mal à reconnaître le professeur Alpha Condé qui est là aujourd'hui. Mais est-ce que ces personnes-là, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, à part les campagnes, à part le moment des élections, est-ce que ces personnes voient des responsables du RPC qui viennent dire, ne serait-ce que nous sommes ensemble, nous sommes là, nous sommes le papa de Madik sans frontières qu'on a reçu dans les GG ici, il a exhibé des photos avec Alpha Condé et ça c'était dans les années. Il y a un autre cas, quand vous prenez Banankoro, moi j'étais jeune, j'étais encore à l'école, je venais pour les vacances là-bas, mais il y a l'un des ministres aujourd'hui qu'on a ici qui était à l'époque au PA de Banankoro et qui est devenu sous-préfet après. Mais quand moi je suis venu, vous savez comment je l'ai connu sans le voir, c'est parce qu'on m'a dit il y a un sous-préfet, il vous rencontre sur la rue, il vous gifle, il vous met en prison. C'était ta problème à l'époque. Et à l'époque, il se trouve que lorsque les RPC se réunissaient à Dabanani, à l'époque pour faire des réunions les samedis, on venait les prendre. Il y en a qui passaient une semaine, 2 ou 3 jours dans les conteneurs. Et Dieu seul sait, quand vous êtes dans les conteneurs, dans une zone comme Banankoro, où il fait extrêmement chaud, quand vous passez 2 ou 3 jours là-bas avant de rentrer à la maison. Alors ces personnes aujourd'hui sont dispersées dans les villages. Il y en a qui tombent malades jusqu'à leur décès. On ne les regarde pas. Donc ce n'est pas un problème de dire il faut les nommer dans un poste. Non. Le problème c'est de savoir, aujourd'hui l'UFDG est là, un autre parti est là, les autres partis sont là. Demain, si vous faites des combats de 10 ans avec ces personnes-là et que demain vous voyez certaines situations au plus haut niveau, il n'y a pas de retour vers l'arrière, c'est ça. Ce n'est pas qu'on peut nommer tout le monde. Mais on va donner la parole à... Si Alpha Condé avait créé l'autosuffisance où tous les Guinéens vivaient en paix, mangeaient normalement, est-ce que vous auriez eu des revendications? C'est parce qu'ils ont fait. Ça, c'est il n'a pas fait son travail. Oui. Thierno Suleiman, oui. J'ai commencé par là où et Rafi ont terminé, parce que ça me paraît très important. C'est-à-dire que c'est frustré du RPG qui aujourd'hui sortent du bois. C'est après 10 ans de gouvernance qu'ils ont fait cette sortie. Et n'oubliez pas le contexte dans lequel nous sommes dans une ambiance de fin de règne. Il ne faut pas se cacher la face. Bon? Oui, mais bien entendu. C'est-à-dire que même de par la nature, ce n'est pas évident de voir cette situation-là prospérer. Donc, il ne faut pas perdre de vue 10 ans déjà que ce régime a fait. Donc, si les gens ont vécu ce qu'ils ont vécu pendant leur temps d'opposition et ils ont attendu pendant 10 ans, je pense qu'on ne peut pas leur faire le reproche aujourd'hui de manifester une quelconque frustration. C'est leur droit de ne pas être satisfait. On est pris par le temps. Après, je termine par dire que si le RPG, si le régime avait travaillé de sorte de satisfaire, de faire face aux besoins de façon générale de la population,
peut-être que parmi ceux qui sont frustrés aujourd'hui, il y en a qui seraient plutôt satisfaits d'une action qui toucherait a tout été le monde. menée et du coup, j'estime que non seulement c'est une leçon pour ce régime, mais c'est aussi et surtout pour les régimes à venir. D'accord. Pendant ce temps, il faut le dire, Alpha Condé, il est engagé à gouverner autrement. Et le premier acte qu'il pose aujourd'hui, c'est des visites inopinées dans les départements ministériels. Il est passé par la justice, par l'éducation, l'alphabétisation, entre autres. Et Malik Sankon qui veut emboîter le pas et qui veut donner le bon exemple, ferme d'ailleurs le portail de son service aux retardataires qui arrivent. Alpha Condé, il est catégorique, il le dit à qui veut l'entendre. Il va gouverner autrement. Après ces passages, il s'est prêté au micro de nos confrères de la RTG. On va l'écouter et chacun aura deux mots à dire sur cette décision du président ou cette annonce du président. Je constate qu'il y a trop d'absence, particulièrement au ministère de la Justice, de l'Éducation et de la fonction publique. Je pense qu'il y a certains fonctionnaires qui ne prennent pas au sérieux. Et chacun des absents recevra un avertissement. Mais le ministre aussi, parce qu'il ne contrôle pas ses cadres. Donc ce n'est pas seulement les cadres qui sont sanctionnés, le ministre aussi. Parce que ça veut dire que le ministre n'a pas d'autorité sur ses cadres. C'était là le président Alpha Condé et ça c'était juste après les 3 départements qu'il a visités cette semaine. Et l'autre élément d'information qui vient se greffer à toutes ces sorties, c'est qu'il demande aujourd'hui à ce que les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, chefs de cabinet et autres lui fassent parvenir les CV et d'autres documents. À quoi peut-on s'attendre en recevant ces documents aujourd'hui? Thierno Souleymane, je reste avec vous. Écoutez, il faut surtout s'attendre à occuper les gens parce que vous avez vu, il y a des frustrations, il y a des problèmes individuels et collectifs que les gens sont en train d'évoquer. Donc, il faut trouver un moyen de distraire. Donc ça, vous avez vu maintenant, vous pouvez, pour ceux qui font le mouvement de la banlieue vers Kaloum le matin, on se rend compte que maintenant tu peux prendre ton véhicule à 8h, 9h et arriver à Kaloum sans passer l'éternité. Voilà, parce que tout simplement, ceux qui émargent à la fonction publique, ils se réveillent à 4h, à 5h pour espérer être en ville à 7h, 8h. Oui, en une minute, Lansana Camara, est-ce que ça peut avoir un effet aujourd'hui, ces visites inopinées dans les départements? Oui, je pense que l'effet que ça peut avoir, c'est justement de faire en sorte que l'administration se remet en marche et fonctionne comme cela se doit. Parce que vous savez que l'administration, c'est vraiment la machine à la disposition, c'est le bras armé, si vous voulez, du gouvernement pour faire fonctionner les services. Quand vous prenez par exemple l'exemple des banques ou des autres services privés, il se trouve que très tôt le matin, tout le monde est sur place et quand vous venez pour un service, vous êtes tout de suite reçu et vous êtes satisfait au bout de 30 minutes, 1 heure de temps pratiquement. Mais lorsque c'est l'administration publique, puisque les gens pensent que c'est public, vraiment ça n'appartient à personne, donc on fait du tort à ne pas être là au moment où il faut être là. Moi je pense que l'effet que ça peut avoir justement, c'est de changer cette donne-là pour dire que l'administration, c'est elle qui travaille pour tout le monde. Si nous voulons le développement, ça commence par la machine administrative et tout le monde doit justement se retrouver dans l'impact de... Vous saluez quand même cet engagement du président. Si les actes persistent et que les résultats tangibles sont obtenus, vous pouvez lever le chapeau, Rafiousso. Écoutez, c'est pas évident, hein, parce que c'est ravi. Écoutez mon frère, soyons réalistes, les faits sont là. En 2010, en 2015, Alpha Condé a dit la même chose. Aujourd'hui, il y a des frustrés chez lui, il cherche à les calmer. C'est pas le rôle du chef de l'État d'aller arracher des télés, c'est ça son gouverner autrement. Son gouverner autrement aujourd'hui, je suis d'accord avec lui, gouverne autrement en mettant tous ses opposants, tous ceux qui sont contre lui ou qui disent autre chose que lui en prison. C'est ça son gouverner autrement. C'est pas le rôle du chef de l'État d'aller. Il dit lui à lui-même que les ministres vont être sanctionnés. Qui va sanctionner un ministre? C'est pas lui. Il reconduit les mêmes ministres qui ont fait les mêmes bévues. Mais comment vous voulez qu'il sanctionne qui que ce soit? La première personne à sanctionner aujourd'hui, Alpha Condé a oublié qu'il est le premier fonctionnaire de l'État. C'est lui, il n'est jamais à son poste, il travaille pas. Il a passé...
Alpha Condé a passé la moitié, disons, de ses gouvernances ici, dans les avions et hors du pays. Comment vous voulez qu'il Oui, Sekounana, en une minute. Et écoutez, la démocratie est un système merveilleux. Ça permet aux gens qui sont complètement déconnectés d'avoir aussi la parole. Oui. Donc, mes compatriotes du FNDC, vraiment, merci pour ce que vous faites. Pensez que Alpha Condé premièrement, il est important de savoir que lorsque nous, en tant que dirigeants, quand on prend des actes, qu'il faut vraiment montrer la détermination quant à la pérennisation de ces actes-là. Aujourd'hui, sauf celui qui a de mauvaise foi, tout le monde constate une influence massive des agents publics dans les bureaux les matins. Et le fait pour le président de se déplacer, de venir dans les bureaux, témoigne de son souci pour chancellement faire... Combien de temps tout cela va durer? Et j'espère que ça dure autant qu'il sera là et qu'il sera capable de le faire. Mon frère, dans les 10 ans... D'accord, il était prévu qu'on parle également il était prévu qu'on parle... Véritablement changer la Guinée. D'accord, vous allez continuer le débat dans les couloirs. Sekounana Silla et comme dit Rafi Ousso, vous allez continuer le débat dans les couloirs. Nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti pour ce numéro de ce 14 février 2000. Vous allez me permettre de clôturer, s'il vous plaît. Je vous disais, ce numéro du 14 février 2021, Club de l'Actu, c'est tous les dimanches de 18h30 et jusqu'aux portes de 20h. Vous avez la possibilité de mieux comprendre les faits marquants de la semaine. Il faut déjà dire que les invités de ce dimanche, Sekounana Silla, merci, vous êtes du RPG. Merci pour l'invitation. Souleymane Diallo, vous êtes journaliste à Guinée News, merci. C'était un plaisir. Lansana Kamara, ConacriLive.info. Merci à vous également. Rafi Ousso, vous êtes le président du PRP et membre de l'ANAD. Merci à vous également. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Et ils m'ont permis de vous présenter cette émission à la régie, Lamine Sidibé, Aboubakar Foté, Nalaï Sidibé. La réalisation a été assurée par le colosse Mamoudou Kondé. Merci à toute la rédaction de Espace TV. On se retrouve encore dimanche prochain quand il sera 18h30 pour des faits aussi qui marqueront la semaine qui s'annonce. D'ici à là, bonne fête à tous les amoureux et au revoir.